Récemment, les États-Unis et leurs forces en Corée du Sud insistent sur l'importance stratégique de la péninsule coréenne, affirmant qu'elle est centrale. Avec la nouvelle guerre froide, la péninsule coréenne devient un point stratégique pour viser la Chine plus vite et précisément, augmentant ainsi sa valeur. Les forces américaines Brudut Kolye en Corée du Sud ont publié des photos de la carte de l'Asie du Nord-Est, inversée avec la péninsule coréenne au centre. Aujourd'hui, nous allons examiner cette partie en détail. Regardons tout de suite. Avant cela, il paraît que 70% des spectateurs ne sont toujours pas abonnés. Je vous serais vraiment reconnaissant si vous pouviez appuyer sur le bouton d'abonnement, je vous le demande sincèrement. Xavier Bronson, commandant des forces américaines en Corée, et commandant des forces combinées Corée-États-Unis, a déclaré le 17 novembre que la position géographique de la Corée n'est pas un point faible mais un avantage stratégique, et que la présence des forces américaines en Corée constitue la force de dissuasion la plus concrète et la plus réelle. Le commandant Bronson avait l'habitude d'expliquer pourquoi la péninsule coréenne est si importante en présentant une carte de la péninsule inversée du nord au sud. La carte montrait les distances à vol d'oiseau depuis la base américaine de Pyeongtaek vers Taïwan, Manille, Pékin, Tokyo et Pyongyang. Pyongyang n'est qu'à 255 km, Pékin à 985 km et Vladivostok à seulement 691 km, expliquait le commandant Bronson, ajoutant que la Corée du Sud est désormais un pivot stratégique naturel. Depuis le début de l'année, cette carte est utilisée à des fins éducatives par les forces américaines en Corée, sur ordre du commandant Bronson. Taïwan et les Philippines attirent plus l'attention que la Corée du Nord, comme le montre la carte. Avant tout, comme c'est très proche de la Chine, cet endroit est considéré comme optimal pour contenir la Chine. Le commandant Bronson a comparé la Corée, en mai 2025, à un porte-avions insubmersible entre le Japon et la Chine. Il a aussi affirmé que la Corée peut empêcher la flotte russe d'entrer par l'est de la péninsule et surveille l'activité chinoise à l'ouest. Il a aussi expliqué la flexibilité stratégique des forces américaines en Corée. Jusqu'à présent, les forces américaines en Corée se concentraient surtout sur la Corée du Nord. Récemment, les forces américaines en Corée ont mis en avant leur flexibilité stratégique, notant l'évolution des menaces dans la région Indo-Pacifique sur divers territoires et domaines. En réalité, ils ont mentionné à plusieurs reprises la possibilité d'utiliser les forces des modes américaines en Corée en cas d'invasion de Taïwan. Actuellement, les forces américaines en Corée continuent d'élargir leur rôle. Après la réunion du Conseil de sécurité Corée-États-Unis, le ministre de la Défense Pito Xeze a affirmé que les forces américaines en Corée resteraient flexibles en cas de crise régionale. La déclaration conjointe publiée ce jour-là n'a pas mentionné, contrairement aux années précédentes, le maintien du niveau des forces américaines en Corée, au sein de l'armée et à l'extérieur. Certains interprètent cela comme un signe que les États-Unis envisagent de passer d'un déploiement axé principalement sur l'armée de terre, qui constitue la force de défense de la péninsule coréenne, à une structure de force multicouche incluant la marine et l'armée de l'air. Permettez-moi d'être franc, il n'est plus possible de rester neutre. On ne peut plus compter sur la sécurité américaine tout en profitant de l'économie chinoise. À une époque où la confrontation entre les États-Unis et la Chine atteint son paroxysme, si nous essayons de rester neutres, sans raison, nous risquons d'être rejetés par les deux camps. Actuellement, les États-Unis envisagent de redéfinir leur stratégie de dissuasion en utilisant la Corée du Sud et les forces américaines stationnées en Corée, non seulement pour contenir la Chine, mais aussi pour inclure la Corée du Nord, la Chine et la Russie dans une stratégie de dissuasion trilatérale. Ils veulent lancer des opérations de dissuasion depuis la péninsule coréenne, incluant la mer de l'Est, la mer Jaune, le Japon et les Philippines. Au final, cela laisse présager une réorganisation des forces américaines en Corée du Sud, afin qu'elles puissent exercer leur efficacité opérationnelle dans toute la région de l'Asie du Nord-Est. En réalité, il est de plus en plus question que les forces américaines en Corée du Sud réduisent principalement leurs troupes terrestres, augmentent les forces navales et aériennes, capables d'intervenir en cas de crise à Taïwan, et déploient des unités de mission multidomaines, ajustant ainsi la composition et le rôle de leurs effectifs. En cas d'invasion de Taïwan, les forces américaines en Corée du Sud privilégieraient l'envoi de moyens navals et aériens, plutôt que terrestres, suggérant une préparation anticipée. Le plan vise à renforcer les forces navales et aériennes pour les déployer rapidement à Taïwan. En Corée du Sud, l'élargissement du rôle des forces américaines peut sembler pesant. Les forces américaines en Corée du Sud visaient surtout à dissuader la Corée du Nord et à stabiliser la péninsule, ce que la société sud-coréenne reconnaissait aussi. Mais le rôle exigé par les États-Unis est désormais tout autre. Ce rôle s'est élargi pour devenir un pilier stratégique, couvrant non seulement la péninsule coréenne, mais aussi l'ensemble de l'Asie du Nord-Est, et même toute la région Indo-Pacifique. Cela signifie que la Corée fait désormais partie intégrante de la force visant à contenir directement la Chine. Il est donc naturel que la pression ressentie par la Corée augmente considérablement. Cependant, le problème est que nous sommes déjà passés à une nouvelle ère. Avant 2010, la Corée développait ses échanges économiques et culturels avec la Chine, tout en gardant un équilibre. À l'époque, la Chine était prudente à l'international, et son expansion vers le taekwondo était moins marquée qu'aujourd'hui. La Corée pouvait garder une distance amicale avec la Chine tout en restant alliée aux États-Unis. Mais aujourd'hui, cette structure elle-même s'est effondrée. La Chine n'est plus en croissance discrète mais affirme désormais sa puissance militaire en mer.
La mer de Chine méridionale est déjà sous l'influence chinoise, et la Chine étend aussi son emprise en mer Jaune avec des constructions artificielles. La Chine érige des structures en mer Jaune et cherche à étendre ses eaux territoriales, ce qui constitue un avertissement direct à la Corée. Pour la Corée, il ne s'agit pas simplement d'un conflit maritime, mais d'une situation où son espace stratégique est envahi. Dans ce contexte, si les forces américaines stationnées en Corée ne restent qu'une force destinée à contrer la Corée du Nord, cela devient en réalité désavantageux pour la Corée. Le fait que les États-Unis aient changé leur point de vue sur la Corée signifie qu'ils évaluent désormais la valeur stratégique de la Corée à un niveau plus élevé, ce qui implique également que la Corée est intégrée comme un pays clé dans la structure indo-pacifique des États-Unis. Il est facile de comprendre pourquoi les États-Unis ont approuvé le déploiement de sous-marins nucléaires en Corée avant même le Japon. Les temps ont changé, et les choix de la Corée doivent donc aussi évoluer. Il devient de plus en plus irréaliste de maintenir un équilibre et d'ajuster la distance entre les deux grandes puissances. Si la Chine accentue sa pression et les États-Unis réclament une position claire, rester quasi neutre risque de faire perdre la confiance des deux camps. Dans ce contexte, la Corée peut surtout tirer profit des avantages diplomatiques et sécuritaires liés à sa reconnaissance comme partenaire clé par les États-Unis. Une valeur stratégique accrue des forces américaines en Corée renforcerait la sécurité du pays et sa capacité à résister à la pression chinoise et russe. La Corée a désormais plus de liberté pour agir et ne peut plus rester dans le passé face à l'environnement international actuel. Le changement est en marche, et la place de la Corée dans ce contexte définira la prochaine décennie. La raison principale du changement du rôle stratégique des forces américaines en Corée est que les actions militaires de la Chine suscitent désormais des actes concrets, pas seulement des inquiétudes chez les voisins. La Chine a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de réunifier Taïwan par la force et la fréquence des opérations des avions et des navires militaires chinois autour de Taïwan ne cesse d'augmenter. Si cette tendance se poursuit, il pourrait à tout moment y avoir un affrontement soudain en mer de Chine méridionale ou dans le détroit de Taïwan. Pour les États-Unis, seules les troupes déjà présentes au Japon et en Corée du Sud peuvent réagir immédiatement dans le Pacifique Ouest. Les forces américaines au Japon peuvent rapidement changer de mission grâce à la solidité des accords avec le gouvernement japonais. Mais c'est un peu différent pour les forces américaines en Corée du Sud. L'accord du gouvernement sud-coréen est nécessaire, ce qui peut prendre de quelques heures à plusieurs jours. Cette variable freine la stratégie américaine, ce qui peut poser problème sur des champs de bataille où le temps est crucial, comme à Taïwan. C'est pourquoi on interprète que les États-Unis envoient dans des signaux indiquant qu'ils cherchent à transformer les forces américaines stationnées en Corée du Sud, passant d'une force dédiée à la péninsule coréenne à une force régionale couvrant toute l'Asie de l'Est. Il s'agit d'un plan visant à maintenir la capacité de réponse en cas d'urgence sur la péninsule coréenne, tout en permettant, si nécessaire, de déployer rapidement des forces sur des champs de bataille urgents comme Taïwan ou la mer de Chine méridionale, grâce à des procédures beaucoup plus simples. Ce changement requiert aussi une décision stratégique de la Corée du Sud. Il y a certes la charge potentielle d'une augmentation des exigences opérationnelles des États-Unis, mais à l'inverse, il existe aussi l'opportunité que le parapluie de sécurité américain s'élargisse et que la Corée du Sud puisse s'imposer comme un pays clé dans l'ensemble de la structure de sécurité de l'Indo-Pacifique. Au final, ce mouvement est le résultat du changement de comportement de la Chine, et il signifie que dans le contexte où les États-Unis cherchent à réorganiser la structure de leurs alliances pour se préparer à d'éventuels conflits, les forces américaines en Corée se voient attribuer un nouveau rôle. Si l'on examine de plus près les avantages concrets que la Corée du Sud peut en retirer, le tableau devient plus clair. Le fait que les États-Unis accordent une grande importance à la péninsule coréenne et cherchent à élargir le rôle stratégique des forces américaines en Corée du Sud a de fortes chances de se traduire par des retombées très concrètes pour la Corée du Sud. Un exemple représentatif en est la coopération sur les sous-marins nucléaires. Les États-Unis ont approuvé le droit de la Corée du Sud aux sous-marins nucléaires avant le Japon, non seulement pour des raisons diplomatiques, mais parce qu'ils considèrent la Corée du Sud comme un pilier central de la stabilité dans l'ouest du Pacifique. Si cette structure se consolide, la Corée du Sud pourra établir un cadre de coopération proche d'un système d'exploitation conjoint, avec les États-Unis tout au long du processus de développement de sa force de sous-marins nucléaires. L'approvisionnement en carburant, la maintenance, la propulsion nucléaire et la sécurité pourraient atteindre une coopération quasi permanente. Si une telle structure est mise en place, le rayon d'action de la marine sud-coréenne changera complètement, et cela servira également de base pour que les États-Unis utilisent la marine sud-coréenne comme un partenaire clé pour gérer l'ensemble du Pacifique. Et depuis la levée complète des restrictions sur la portée des missiles, le développement des capacités de frappe à longue portée de la Corée du Sud ne peut que s'accélérer à mesure qu'il s'aligne sur la stratégie américaine. Si les États-Unis considèrent la Corée du Sud comme un élément clé de leur stratégie régionale, cela créera les conditions permettant à la Corée du Sud d'accélérer de manière écrasante le développement de missiles de croisière à longue portée, de missiles balistiques à moyenne portée et de capacités hypersoniques. Si les États-Unis partagent des données de détection et de suivi, des informations satellitaires et des technologies de systèmes aériens, la Corée du Sud deviendra en réalité l'un des rares pays d'Asie à disposer de capacités de frappe de précision à longue portée.
Ce n'est pas qu'une hausse de puissance militaire, cela oblige aussi la Chine et la Russie à prendre en compte la Corée du Sud. Si l'on considère l'ensemble de cette dynamique, plus la coopération de la Corée du Sud avec les États-Unis s'approfondit, plus la garantie de sécurité se renforce, tout en permettant en même temps à la Corée du Sud de développer ses propres capacités militaires de manière avancée. Les États-Unis doivent renforcer la puissance de la Corée du Sud pour pouvoir exercer une pression sur la Chine, ce qui fait que l'autonomie stratégique de la Corée du Sud sera forcément bien plus grande qu'auparavant. Cette structure pourrait offrir à la Corée du Sud une sécurité et un espace diplomatique inédit. Et le fait que les États-Unis attendent de la Corée du Sud un rôle plus important signifie déjà que les bénéfices réels que la Corée du Sud en retire augmentent d'autant. L'essentiel, c'est l'absence de neutralité maintenant. Que pensez-vous de l'extension du rôle des forces américaines en Corée du Sud? Merci pour vos commentaires. Fin de la vidéo, merci.